même d'être ici, auprès du Microsoft User Group. Qui va nous parler de Docker. Et peut-être même que va faire tourner du Windows sur Docker. Je ne sais pas. Pas sûr. C'est un peu difficile d'utiliser pour le moment. Mais bon. Par contre, je vous annonce déjà, pour les licences ReSharper, je vais être très difficile, hein, parce que j'aime pas JetBrains, donc je vous aime beaucoup, donc je ferai en sorte que ce soit très difficile de les gagner. Voilà. Donc, commençons par le commencement. Je vais vous parler de Docker, hein, brick Lego pour infrastructure. Pourquoi brick Lego? Je vous expliquerai pourquoi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je travaille pour la société Red Hat dans l'équipe RDO Engineering. Donc, on s'occupe de la plateforme de cloud computing OpenStack. Donc, je suis entre guillemets le release manager de la distribution OpenStack de Red Hat, enfin la distribution communautaire, puisqu'on en a une autre commerciale. Je suis développeur Fedora, CentOS, blablabla. Et des fois, j'aime bien venir parler dans les user groups de sujets qui m'intéressent personnellement, le cloud computing, le software craftsmanship et les logiciels. Bon, là, ce qui est bien, c'est que ce sujet match au moins deux thématiques qui sont chères, le cloud computing et le logiciel libre. Donc, avant d'entamer le sujet, déjà, qui a déjà utilisé Docker dans la salle? Ok. Ça fait déjà pas mal. Qui l'utilise dans un cadre professionnel? Ah, beaucoup moins. Ok. Bon, ça ne me surprend pas, on est dans un Microsoft User Group, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est normal. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore utilisé Docker, en fait, je vais commencer par présenter un peu le projet. Pourquoi ce projet-là et pourquoi pas autre chose? D'abord, on va parler de besoins. Et même, je vais faire encore une plus grosse digression. Moi, je vais vous parler de cargo et de containers. Pourquoi vous connaissez l'histoire du container ou pas? Est-ce que quelqu'un connaît? Personne? Ah, il y a une ou deux personnes, ok. Alors, ça a été inventé par un entrepreneur qui s'appelait Malcolm McLean dans les années 50, en 1950, parce qu'on a changé de siècle entre-temps, qui était un transporteur routier et qui avait la problématique suivante, c'est qu'il faisait du transport intermodal. Donc voilà, il transportait d'un point A à un point B ses marchandises et parfois il devait transférer les marchandises sur des bateaux. Et du coup, ça prenait du temps, donc ça coûtait de l'argent et il n'était pas content parce qu'en fait, les marchandises qu'il avait étaient très variées. Il pouvait avoir autant des pommes que des vêtements, ça prend pas la même place. On ne peut pas standardiser le passage du camion au bateau, du bateau au camion de manière simple, puisque les tailles n'arrêtaient pas de changer. Et il s'est dit, ce serait bien que je puisse mettre toutes mes marchandises dans une grosse boîte et que je puisse, avec une grue, les déposer du camion sur le bateau et tout de suite, mon chauffeur y reparte. Et il s'est dit, je vais acheter un bateau. Et je vais un peu le retaper pour qu'il puisse prendre un certain nombre de conteneurs et des conteneurs qui ont toujours la même taille, puisqu'en fait les camions américains ils faisaient tous la même taille. C'est pour ça que les containers ils ont une taille de 38 pieds, enfin 35 pieds pardon, parce que c'était la taille standard des camions. On parle de la largeur. Et du coup, il a fait ça et il a constaté une chose, un retour sur un investissement qui était juste monstrueux. Il est passé de 6 $ la tonne à décharger de marchandises à peu près 16 cents. Vous vous rendez compte l'économie réalisée, c'est juste monstrueux. Et du coup, les autres transporteurs, ils ont dit, faut qu'on fasse pareil, parce que là, on fait des économies monstrueuses. Et ce bonhomme, en fait, il a été leader du transport et tout, juste par cette idée révolutionnaire du monde du transport pendant près de 30 à 40 ans. Quand il est parti à la retraite, sa société était le leader. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça a rapport avec l'informatique? En fait, notre problématique, c'est qu'en fait, le déploiement est un peu un gros problème qu'on a. Parce que voilà, les développeurs, maintenant, la plupart du temps, ils travaillent sur des portables, de moins en moins sur des tours. C'est des machines qui sont différentes des machines de production, c'est pas des serveurs, donc c'est pas la même quantité de RAM, c'est pas les mêmes processeurs,
c'est pas forcément les mêmes OS non plus. Alors voilà, par exemple, pour vous, vous travaillez sur un bureau Windows, Enterprise ou professionnel. Bon, je ne connais pas forcément les noms des éditions vu que ça change tout le temps. Mais vous déployez sur du Windows Server. Ça, c'est constant. Bah, c'est pas tout à fait les mêmes OS. Il peut y avoir des petits changements qui font que bon, bah, y a des petits accrochages au moment des déploiements. Puis il y a aussi le fait que les environnements de production, bah, ils sont codifiés. Par exemple, on n'a pas le droit d'installer des librairies comme ça, parce que le sysadmin, il veut faire une revue, parce que plus on rajoute de composants sur un système de production, on rajoute forcément des failles supplémentaires. Donc ça devient problématique. Puis en plus, maintenant, il y a l'ARM qui débarque de plus en plus dans les systèmes de production. Donc, ça devient un enfer. On parle maintenant de matrice de déploiement, puisqu'en fait, on a en gros les systèmes sur lesquels on bosse, enfin les hardware, les OS, on s'y perd. Donc l'idée, c'est que il y a une petite boîte française, enfin, faite par des Français. Elle a été incubée à Epitech. Et en fait, ces jeunes, ils ont dit, c'était à peu près 8 ans, ils se sont dit on va créer un PaaS, un plateforme as a service, donc, pour faciliter le déploiement des applications sur le cloud. Puis ils se sont dit, nous on veut grossir vite, on va partir à San Francisco parce que c'est le paradis des startups. En France, on n'aura pas autant de financement qu'on le voudrait pour mener à bien nos projets, ils sont partis. Et ce jeune homme, qui semble rêveur, c'est le patron et fondateur de cette boîte qui s'appelait à l'époque .cloud. Et en fait, au fur et à mesure qui maintenait la plateforme .cloud, qui était un PaaS assez bien foutu, il faut l'admettre, en fait, ils se sont rendus compte que le plus gros problème venait d'un composant. C'était le composant qui permettait de sandboxer les applications des clients. Parce que forcément, comme on mutualise une plateforme, on n'a pas envie que le code du client A puisse perturber l'exécution du code du client B. Et puis pire encore, si on a par exemple 2 boîtes concurrentes, on ne veut pas que, General Motors puisse aller zioter le code de Renault pour leur piquer des bonnes idées. Ou leur faire un petit DDoS sympathique derrière les fagots. Bon. Ils se sont dit, en fait, c'est toujours ce composant qui pose problème. Et tous les PaaS ont ce composant, la partie sandboxing, ils se sont dit, si on prenait le problème envers, plutôt que de dire, moi je pars de mon problème du PaaS, et je vais dire, moi je vais repartir du problème de base, tout simplement, isoler l'exécution de mon application, comment je le fais. Ils n'ont pas fait une révolution, ils ont juste réécrit ce composant from scratch pour avoir un truc un peu carré. Et ils sont arrivés avec Docker. En fait, Docker, c'est tout simplement un moyen d'exécuter une application dans un contexte sandboxé. Donc ça veut dire que je ne vois qu'une partie du système des fichiers, je n'ai accès qu'à un certain pourcentage du CPU, un certain pourcentage de la mémoire, je ne peux pas voir les processus qui tournent à côté. Les utilisateurs, idéalement dans mon container, ce n'est pas les mêmes que les utilisateurs système. Si par hasard j'arrivais à sortir de mon container, si je suis administrateur dans mon container et que je sors et que mon utilisateur est toujours administrateur, ça peut poser problème. Surtout pour une plateforme de production tierce. Oui, si le code des clients permet de me hacker, alors n'importe quel pirate pourrait prendre tout légitimement un compte chez moi, exécuter un code malicieux et hop, il a accès à ma plateforme. Donc ils ont veillé à carabler ça. Et du coup, en fait, l'analogie, c'est que ce sandbox, en fait, c'est le container. Au lieu de contenir des marchandises, il contient du code, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne veut pas savoir en fait. C'est la responsabilité de la personne qui a pushé cette application de vérifier que ça marche bien et tout. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on lui garantit que peu importe la machine où ce sera exécuté, ça marchera. C'est deploy once, run everywhere. Bon. Pour reprendre la fameuse, pour parodier un peu la fameuse citation de Sun à propos de Java. Même s'ils n'ont jamais tenu vraiment leur promesse.
L'idée, c'est que le container, donc là, je parle de container Docker, hein, pas de container boîte métallique, bah, il est agnostique par rapport à son contenu, c'est pas ce qu'il y a dedans. Donc, quel est son intérêt? C'est que déjà, ce que je vous ai énoncé, il isole, et ensuite, il permet d'automatiser. C'est un peu l'équivalent de la grue qui va poser mon container d'un mode de transport à un autre. Bah, du coup, ouais, j'ai des outils pour pouvoir manipuler mon conteneur Docker de manière générique. Bah, je peux le lancer, je peux l'arrêter, et derrière, je sais que mon application va tourner. Je peux dire, et je peux décrire sur quel port mon application sera accessible. Il faut bien à un moment dire par où sont les portes d'entrée. Et puis voilà. Alors, donc là, je vous ai un peu montré la vision au niveau de ce qu'était Docker, mais s'il fallait résumer Docker en très peu de termes, ce serait de dire, en fait, c'est juste une plateforme qui permet d'industrialiser le déploiement des applications distribuées sous forme de conteneurs légers, portables et autosuffisants. Je n'ai besoin de rien de plus que Docker installé sur ma machine haute. Le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas mon problème, c'est pas le problème de l'utilisateur. Ce n'est pas un environnement de virtualisation. La virtualisation est un outil qui nous permet d'arriver à notre objectif. Donc, effectivement, on va utiliser la virtualisation par container, qui est une méthode de virtualisation où on partage le kernel de l'operating system, et derrière, tout le reste, l'user space, la vision qu'on a de la machine. En gros, c'est une vue. Enfin, si je prends l'analogie par rapport à SQL, ce que l'isolateur voit du système, c'est une vue, et on lui masque tout le reste. Il ne va pas voir tous les devices, il ne va pas voir non plus les autres process. Donc voilà. Mais c'est un outil. C'est pas fait, Docker n'est pas fait pour exécuter des VM one-shot pour s'amuser et tester des trucs. Les cas d'utilisation, il y en a plusieurs. Alors il y en manque un, je vais le décrire rapidement. Il y a le pass. Évidemment, ça a été écrit par une boîte qui faisait du pass. Ici. Et ensuite, déployer des applications scalables. Donc ça veut aussi dire que je peux continuer à utiliser mes plateformes de production traditionnelles, des serveurs. Je n'ai pas besoin de passer par du cloud. Allez, j'ai 4 serveurs dans un coin, dans un data center, je peux toujours les utiliser et tout, et mettre mes applications et les faire scaler. Je n'ai pas besoin d'être dans du cloud. Ça permet aussi pour les développeurs d'avoir une sandbox vierge pour exécuter nos tests de manière automatisée. Donc la CI en est très friande parce que une grosse problématique de la CI, c'est tout simplement de pouvoir exécuter son code de manière propre, sans side effect. Parce que les side effects, si vous avez déjà géré une plateforme de CI, c'est 80% de vos problèmes. Donc c'est aussi ça. Et puis maintenant, il y a un nouveau as a service, c'est container as a service. Quelle différence avec un pass? En fait, le pass, on parle d'application. Donc, du coup, il va nous fournir du load balancing, il va nous fournir des bases de données et tout, et puis nous permettre de déployer des environnements. Le container as a service est encore plus bas niveau. En fait, c'est la couche juste en dessous du pass. Un pass peut s'appuyer sur du container as a service, et aujourd'hui, c'est quasiment le cas de tous les pass. Quasiment, il y a peut-être encore des exceptions. L'idée, c'est que voilà, moi, je veux juste déployer un conteneur, l'exécuter. À la limite, si j'ai un petit scheduler qui me permet de faire la scalabilité, ouais, c'est cool, mais j'en demande pas plus. Voilà. C'est tout ce que c'est faire, un IaaS, un conteneur as a service. Mais l'idée, c'est qu'il le fasse bien et que derrière, c'est à l'utilisateur de rajouter les fonctionnalités qui lui plaisent. Alors, on me dit, le fait que vous soyez nombreux, je pense que c'est pas pour mes beaux yeux, c'est surtout parce que c'est un sujet qui buzz à mort. J'aimerais un peu rappeler le fait que quand même, il a à peu près 3 ans. On va fêter les 3 ans du projet le mois prochain. D'ailleurs, spoiler, on va organiser une formation Docker à Epitech le mois prochain, donc surveillez Meetup. Et du coup, voilà, en 18 janvier 2013, les mecs à Dotcloud, ils se disent, bon,
on s'embête un peu. Ouais, il y a cette histoire de Sandbox qui nous embête et tout, ce serait bien qu'on puisse la réécrire. Ah bah si, on le faisait maintenant. Ah ouais, cool. Ouais, tiens, j'ai vu ce langage qui est sympa, Go, j'aimerais bien apprendre. Ah bah on va le faire en Go. À l'époque, .cloud faisait principalement du Python. Et puis ils ont commencé à coder, puis ils ont eu un truc sympa, et puis ils se sont dit, ah bah tiens, on va à PyCon US, qui est la grande messe des développeurs Python. Ah, si on présentait notre projet lors d'un Lightning Talk. Bah, ils soumettent un Lightning Talk, et en fait, les gens ils commencent à voir, et, putain, ce truc, c'est cinglé. Enfin, moi j'ai vu la vidéo, j'étais pas à PyCon, j'ai vu 2-3 jours après, sur une plateforme vidéo, je vois ça, je dis, mais putain, quand je bossais en 2010 dans une startup assez sympathique qui s'appelle Common IT, je me dis, mais ça, c'est le genre de truc que j'aurais vraiment aimé parce que nous, à l'époque, on se faisait chier à sandboxer des applications dans une autre technologie de container. On s'amusait à gérer les layers, dont je parlerai un peu après. Parce qu'en fait, une image Docker, ça s'appuie sur des couches. Donc, on a la couche système, j'expliquerai. Et puis, voilà, en fait, on avait un proto-Docker pour nos besoins internes, mais qui n'était pas du tout industrialisé, qui nous posait sans arrêt problème. Et c'est la brique qui me manquait. Pourtant, on ne faisait pas du PaaS. On faisait un navigateur qui s'exécutait dans le cloud. Pour vous dire un peu la distance. Et du coup, bah, ils font une version 0.1 en mars, et puis ils disent, bon, on va publier ça sur GitHub, et puis parce que les gens, ils sont friands, et puis ben, la machine s'emballe, tout le monde est content, ils ont plein de contributeurs qui commencent à envoyer du code, et puis derrière, bah, y a des gros qui arrivent, hein, les rapaces, hein, VMware et tout. Bon, il y a aussi mon employeur Red Hat qui arrive et tout. Ouais, ça a l'air intéressant ton projet, ce serait bien qu'il fasse ça. Donc du coup, il a fallu avoir un besoin de standardiser, qui arrivait très vite, 3 mois après la première libération de code. Donc du coup, ben, quand on veut standardiser, il faut un organisme neutre pour chapeauter ça. Donc ils sont allés voir la Linux Foundation en demandant est-ce que Docker peut devenir un projet de la Linux Foundation et plus un projet .cloud. Et puis au fur et à mesure que les choses avancent, ben, voilà, ils se sont dit bon, on arrête le pass et on se focalise sur Docker, et du coup il y a la boîte qui arrive. Et puis à peu près 18 mois plus tard, après avoir écrit 2-3 lignes de code, ben, ils ont la première version de Production Ready, la 1.0. Et si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 semaines, ils ont enfin la première offre commerciale autour de Docker, qui est Docker Data Center. Donc on pourra parler un peu plus tard. C'est pour vous dire l'ampleur du succès. Ben, voilà quelques métriques prises sur GitHub rapidement cette semaine. Il y a eu 29 000 likes environ, il y a eu 8 000 forks. Alors bon, les forks, ils ne sont pas tous actifs, mais ça veut dire qu'il y a 8 000 personnes qui sont pris le chou pour essayer de toucher un peu le code. Il y a eu 9 000 tickets ouverts, 11 500 pull requests, 22 500 commits et 130 releases. C'est quand même pas mal pour un projet qui a moins de 3 ans. Hein. Et il y a eu plus de 1312 contributeurs. Et encore, le Docker, ça ne se limite pas juste aux composants éponymes. Il y a maintenant plein de petits projets autour il y a Docker Compose, il y a Docker Machine, il y a Swarm, il y a plein de trucs dont je vous parlerai après. Mais du coup, il y a un vrai écosystème qui s'est créé. Et plus marrant, la première conférence internationale sur Docker a eu lieu fin 2014, donc ça veut dire à peu près, allez, 1 an et demi après la première release publique, et c'était plus de 500 développeurs et tout qui sont allés là-bas. Et les DockerCon, il y en a 2 par an, une en Amérique du Nord, une en Europe, et ça devient de plus en plus énorme. Donc c'est un projet qui a grossi assez vite. Alors prérequis, je suis désolé de dire ça à Microsoft Europe, mais bon, j'aurai une bonne nouvelle après, c'est que ça requiert un kernel Linux 3.10, Git, et une machine 64 bits. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens qui font de la prod n'ont plus aucun intérêt à faire du 32 bits, hormis sur des plateformes non x86. Mais bon, ça, je pense que ça va choquer personne ici. Pour installer, la doc est assez bien foutue. Vous pouvez le déployer sous Windows et pouvoir vous amuser avec Docker en utilisant Docker Machine dont je reparlerai. Donc ne vous inquiétez pas.
Docker Platform. Alors la plateforme Docker, elle se compose de plusieurs composants. Il y a le Docker Engine, qui est ce qu'on nous on appelle en raccourci Docker. C'est tout simplement un service qui va tourner en tâche de fond et qui va nous lancer nos petits containers, donc nos petites VM entre guillemets, même si on ne parle pas de virtualisation, on parle d'industrialisation ici, attention. Et le client Docker qui est un bête client REST qui communique avec ce service pour pouvoir manager ces petits containers. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Le service Docker, qu'est-ce qu'il fait? Il gère les containers, il gère les images, parce que quand vous exécutez une VM ou un OS, il y a une image derrière le disque. En fait, Docker a son propre format d'image disque, et c'est d'ailleurs un des points forts de Docker par rapport à ce qui existait avant, c'est d'avoir formalisé le format des images disques. Et petit truc très intéressant, il fonctionne par couche. Donc du coup, je crée une image Docker, et puis il y a le collègue qui veut rajouter un truc dessus. Il ne va pas recréer l'image et recréer l'image from scratch. Il va tout simplement prendre l'image de base, rajouter des trucs dedans, et publier juste le différentiel. Et le différentiel va référencer la précédente couche. Donc du coup, quand quelqu'un va récupérer, il va récupérer le différentiel, puis il va voir qu'il y a encore des trucs, et le client va automatiquement récupérer l'image de base, et du coup, vous avez une image customisée, et puis vous pouvez empiler les couches. Bon, c'est quand même un truc qui a beaucoup joué dans le succès de Docker. C'est aussi une API REST qui est maintenant standardisée, et il y a même des ports qui ont été enregistrés, il y a 2 ports qui ont été enregistrés à l'IANA pour communiquer avec le service Docker. Les clients Docker, les principales commandes sont là, il n'y a pas grand chose à retenir. Alors, les gens qui sont habitués à Git, les 2 premières commandes, ça ne va pas vous choquer, hein. Docker pull, Docker push. Docker pull, je récupère mes images. Docker push, je push mes images dans le dépôt. Donc du coup, on a déjà la gestion des images avec un dépôt. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le dépôt de référence, vous pouvez avoir votre propre dépôt privé en interne. Pour lancer Docker Run, pour visualiser les containers, donc les processus qu'ils exécutent, vous avez une commande PS, process, je ne me rappelle plus c'est quoi le S, désolé. Ensuite, il y a Docker Stop, Docker Start pour arrêter et stopper une VM. Docker RM pour détruire un container. RMI pour détruire une image. Pour enlever une image du cache local. C'est pas compliqué. Et je pense que c'est pas forcément super intéressant de se focaliser là-dessus, puisqu'en fait, Docker a un super tutoriel en ligne pour pouvoir s'exercer avec les commandes. Et du coup, ils vont vous renvoyer les choses et vous pouvez tester. Donc, après, si vous voulez, on peut parler, il n'y a pas de souci. Donc l'architecture, en fait, elle ressemble à ça. Donc il y a quelque part un dépôt qui s'appelle la registry où il y a des images, Ubuntu, CentOS, Nginx, Redis. Donc je crois que l'image Redis s'appuie sur Ubuntu, donc c'est déjà un exemple d'image layer. Le client, il va exécuter ses commandes en communiquant avec le démon Docker qui va manipuler les containers. Et voilà, je vais créer par exemple un container avec l'image Ubuntu, bim, voilà. Là, j'ai 3 containers Redis, bim, il va récupérer les images et tout simplement exécuter les containers avec la même image. Voilà. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Le Docker Hub. Alors, la registry s'appelle aussi Hub. Le Docker Hub, c'est l'instance publique de la registry. C'est un dépôt d'images Docker. Il faut le voir comme GitHub. C'est GitHub pour les images Docker. C'est gratuit pour les images publiques. Donc, tant que vous publiez vos images, vous n'avez rien à payer. Par contre, si vous voulez qu'elles soient en privé, vous payez un petit abonnement qui est de l'ordre de 7-8 $ par mois. Donc, c'est à peu près les tarifs que fait Medium. Et vous pouvez tout simplement avoir vos images privées parce que vous ne voulez pas que les gens hors de la société puissent les voir, quoi. Et ça vous propose aussi des builds automatisés. Tout simplement, vous pointez dans votre projet un dépôt Git pour pouvoir récupérer le fichier recette pour générer l'image. Et lui, il va le récupérer pour générer l'image pour vous et puis les publier quand vous faites des tags quand vous taguez vos images. Donc voilà. Donc maintenant,
fois qu'on a vu ça, on se pose la question, comment je fais pour impacter mon application Docker? C'est joli, moi j'ai mon application, mais j'aimerais la publier. En fait, c'est un peu le principe des images que je vous ai raconté. Donc là, on a par exemple 2 images, Debian et BusyBox. Donc du coup, voilà, par exemple dans l'image Debian, je vais rajouter des UCL, ADMax, ADTash. Dans BusyBox, je rajoute un. Et en fait, dès qu'on tourne un container, on a toujours une couche supplémentaire qui est créée, qui est Writable, sur laquelle je peux écrire. Et cette couche, tant que je ne l'ai pas référencée par un tag, si j'arrête mon container, il n'y a aucune garantie qu'elle ne soit persistante. Et quand je relance mon container Debian, en fait, lui, il va scratcher ça et recréer un autre truc. Donc, si un jour vous lancez un container et que vous voulez garder les modifications, pensez à taguer la dernière couche pour pouvoir garder une référence et que ce ne soit pas délété plus tard. Voilà. Les images, plusieurs containers peuvent partager une même image par an. Ça ne pose pas de problème, vu ces conditions-là, parce qu'en fait, les images de base, elles sont pas accessibles en lecture, elles sont accessibles qu'en lecture. C'est pour ça qu'il y a toujours cette couche supplémentaire en écriture. Et puis, voilà, quoi. Il vous faut toujours cette image. Comment je fais? En fait, on décrit, pour impacter son application, on va décrire par des étapes. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je dis from Fedora, donc je prends l'image de base Fedora. Là, je peux, on est humain, on aime bien mettre en valeur la paternité de son travail, la maternité, pas ça. Donc, on a la commande maintainer pour pouvoir indiquer qui est la personne qui a fait cette application. C'est aussi une façon aussi de désigner qui est responsable si ça ne marche pas. Et ensuite, on peut exécuter des commandes avec la commande run et qui va exécuter tout ce qui est derrière. Et en fait, à chaque fois que vous allez exécuter une commande après ici, ça va créer une couche. Tac, tac, tac. Donc souvent, c'est un peu embêtant. Par exemple, je vais installer un paquet ou un nugget. Je crois que c'est ça le format de paquet sous Windows. Vous ne voulez pas garder dans le cache du gestionnaire de paquets. Souvent, en fait, on a mis une commande derrière pour nettoyer, sauf que comme si on l'exécute sur 2 lignes run différentes, en fait, on aura 2 couches. Et du coup, ça alourdit encore plus l'image. Donc souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils exécutent les commandes à la chaîne ou ils exécutent un script. Donc voilà, donc là, c'est pas du tout ce qu'il faut faire en termes de bonne pratique, mais c'est un exemple. Ensuite, je vais installer MongoDB, je vais créer un répertoire où stocker les données de Mongo. Je vais exposer le port 27017 qui est le port de MongoDB et je vais lui dire entry point, tu vas m'exécuter ce binaire-là au démarrage. Peu importe comment je démarre, il exécutera ce binaire. Après, on peut lui passer d'autres binaires à exécuter, mais bon, nous, notre but, c'est que je fais un Docker run, ça juste marche. Le reste, c'est pas mon problème. Et puis, pour exécuter, je me mets dans le même répertoire que ce Dockerfile et j'exécute la commande docker build et je passe le répertoire où il y a le truc. Et puis, le service Docker va me générer mon image tranquillement. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Enfin, pour vous, ça vous semble. Est-ce que ça semble surhumain à quelqu'un ici? Bon. J'ai une question. Oui. Par rapport à l'exemple que tu as donné, tu as mis le point d'entrée pour MongoDB. Oui. Comme Docker, c'est donc finalement un système sans état. Oui. Si de l'autre côté, ça part en production, j'ai des données qui vont s'enregistrer, j'imagine que les données ne sont pas stockées sur mon Docker, elles sont stockées, on va dire, sur une partition, un fichier. Comment ça se passe à ce moment-là? Justement, c'est là où j'en parle. Et d'ailleurs, avant que je prenne ta taille de t-shirt, L. Alors, j'ai pas de L, j'ai un XL et GDM. J'ai quelques GDS et un XS. Pourquoi un t-shirt avec des... Oui, voilà. C'est des gens qui posent des questions avec des t-shirts. Le M est pas mal quand même. Ok, c'est vrai. Gris ou même en fait, je l'ai déjà. Tu l'as déjà? Mais t'as les deux couleurs? Non, j'en ai qu'une seule. Laquelle? J'ai celle-ci, j'ai pas de gris. Alors, va pour le gris. Merci. Allez, bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous posez une question, vous avez un t-shirt, et par contre, le XL, il n'y en a qu'un. J'ai précisé. Donc voilà, en fait,
un système de couches pour gérer tes images et voilà, tu as toujours une layer. C'est stocké sur ton système de fichiers par défaut. Et en fait, Docker, de base, utilise un système de fichiers qui s'appelle AUFS. Donc, alors A, je ne me rappelle plus, mais le UFS, c'est UnionFS. Donc en fait, il fait une union de deux partitions, entre guillemets, ou de deux dossiers. Et il y en a une au moins que tu vas indiquer en read-only, qui est en lecture, c'est son système de base. Et tu peux en rajouter une ou plusieurs partitions en écriture, en lecture-écriture. Et en fait, tout ce qui est écriture sera écrit là-dedans. Et par exemple, si imaginons que tu supprimes un fichier dans l'image de base, en fait, ce qu'il va faire dans cette couche, c'est qu'il va indiquer d'une façon qui lui est propre que ce fichier a été supprimé. Donc quand il va exécuter ton image avec cette couche, bam, il va faire une union, c'est une union au niveau mathématique. Alors, cet élément a été soustrait dans l'autre couche, donc du coup, bim, je l'enlève de l'image finale. En fait, tu ne verras jamais... en fait, c'est deux partitions séparées, mais qu'on a unies. Je ne sais pas si c'est plus clair. Non, mais... Ah. Non, mais du coup... Après, il y a les volumes aussi. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir. C'était peut-être les questions pour ça peut être plus simple. Bon... Je sais pas. Tu voulais savoir en fait où se passaient les modifications. J'ai des données, j'enregistre au fur et à mesure. C'est un système sans état, donc il y a bien un envoi. Et si de l'autre côté, il crache mon Docker ou je veux le supprimer, il faut que je puisse récupérer les données. Alors, justement, c'est que lui te crée systématiquement une partition en écriture, mais séparée. Séparée sur Docker. Alors, c'est sur ton. Alors, tu as plusieurs moteurs de stockage. Par défaut, c'est le système de fichiers. Par défaut. Hein, après, sur ma machine. Non. Voilà, c'est sur ta machine en local. Donc, l'image, en gros, il va monter une image disque en écriture. Et ensuite, tu vas avoir une partition, tu vas avoir un dossier, tout simplement, ou une image disque. Ça dépend aussi de comment est configuré Docker. Et c'est dans cette partition-là. Et quand je dis que quand tu arrêtes, c'est pas scratcher tout de suite, en fait. C'est que tu as quand même tout de suite derrière, tu as la possibilité de faire un Docker image, enfin, lancer la commande, tu vas voir toutes les couches disponibles. Et en fait, les couches qui ont un tag, qui ont un nom, ne sont jamais supprimées, ou alors il faut les supprimer explicitement. Celles qui n'ont pas de nom, qui ont un checksum, elles peuvent être scratchées à tout moment. C'est le même principe que Git en fait. Je ne sais pas si tu as vu, Git, des fois tu peux avoir des références qui ne sont pas nommées. Si tu ne peux pas y accéder depuis une branche, si tu ne peux pas accéder à un commit depuis une branche, en fait le garbage collector quand il s'active, il supprimera ton commit. Et ça peut arriver parce que des fois tu as une branche et puis tu décides de supprimer la branche, mais en fait quand tu supprimes la branche en Git, tu ne supprimes pas les objets commit tout de suite. Ils sont encore là, donc tu as toujours moyen de les récupérer, sauf que quand le garbage collector il passe, ça débarrasse. Donc l'idée, c'est que voilà, quand j'exécute mon container, en fait, quand je fais un Docker run de mon container, ça sera toujours l'image de base sans scorie. Il va me recréer cette petite layer en écriture séparée. C'est comme ça aussi que tu peux lancer plusieurs containers avec la même image de base, sans qu'il y ait interférence. Par contre, après, si ça crache, si tu l'arrêtes et que tu veux quand même récupérer ton container dans cet état, tu peux toujours faire un Docker run de la layer en question et tu te retrouveras dans le même état où tu étais avant d'arrêter. Là, je pense que c'est un peu plus clair. Oui. Ouais. Okay. Bon. Oh. Donc, il y a encore des questions. Alors, monsieur, il a levé la main. J'ai vu sur le site qu'il y avait la possibilité de partager des volumes pour monter, par exemple, sur serveur web. Est-ce que c'est la meilleure solution pour garder des data persistantes? Alors, oui. Alors, la meilleure façon de garder des data persistantes, c'est effectivement de monter des volumes externes. Ça peut être une partition en répertoire ou du système de fichiers distribué. On les monte, comme on dit, voilà, quand je fais Docker Run, je passe un petit paramètre, on dit, j'aimerais bien que tu montes, tu mappes ce répertoire sur ce répertoire physique. Donc en fait, notre répertoire physique,
il sera monté en tant que, je sais pas, /d, peu importe. Voilà, donc il y aura ça. Et du coup, ben, par exemple, le cas typique, c'est la base de données. Une base de données, à part si je veux faire du test et que je veux toujours avoir une base de données vierge, mon but, c'est quand même de stocker les données. Donc, je lance mon Docker base de données, je lui dis, ben, la partition là où tu vas stocker les données de la base de données, ben, je veux qu'elle soit persistante, donc tu vas monter ce volume en externe. Après, on peut le faire via Docker, mais bon, après, c'est les risques et périls de perdre pas les images. Et honnêtement, je ne vous conseille pas de le faire parce que la base de données, ça peut monter jusqu'à plusieurs téraoctets de stockage. Et UnionFS sur plusieurs téras de stockage, je suis désolé, ça ne marche pas si bien que ça. Je l'ai essayé. Donc, c'est un peu problématique. Bon, quelle taille de t-shirt? Il y aura des t-shirts après, je prends encore une question et on continuera. Il faut monter la taille de t-shirt. M, s'il vous plaît. Ok. Gris ou kaki? Pas le blue. Kaki? Je suis pas bon. Hein. Allez, à toi. Effectivement, on a une couche dans l'écriture. Est-ce qu'on peut du coup, à partir de l'hôte, en fait, donc du système hôte, accéder à cette couche une fois que le conteneur, en fait, effectivement, sans les modifications et faire des fichiers par-dessus? Est-ce que c'est possible, effectivement, en fait, d'accéder au compteur qui tourne, en fait, qui est en train de tourner? Ouais, d'accéder à lancer des commandes, par exemple, ou accéder. Alors, tu peux y accéder, oui. Tu as une commande qui s'appelle attache et tu peux te loguer dans un conteneur qui tourne actuellement. Il y a même des gens qui foutent des serveurs SSH parce qu'en fait, c'est tout simplement c'est une machine virtuelle légère, entre guillemets, hein, fonctionnelle techniquement parlant. Donc, tu peux y accéder comme à une machine virtuelle classique, en fait. Et exécuter la partie de commande pour pouvoir exécuter si c'est exécuter des commandes. Oui, mais voilà, c'est quand on va faire le Docker Run, ce qu'il va faire Docker, c'est que à l'exécution, il va lancer la commande pour nous. Donc c'est pour ça que c'était mono OS au départ, parce qu'en fait, c'est pas facile de faire en multiplateforme. D'ailleurs, dans la roadmap initiale de Docker 1.0, ils voulaient déjà gérer d'autres technologies de conteneurs, notamment sous Windows. Bon, ils ne savaient pas trop encore à l'époque ce qu'ils allaient utiliser, puisqu'il n'y avait pas encore d'outils Microsoft pour gérer les containers. Hein. Il y avait des fournisseurs tiers. Taille de t-shirt. S. S. Gris ou kaki? Gris, pas. Ok. Merci. Pardon. Et on continue parce que on pourra parler après. Et vous aurez l'occasion, parce que moi je repars pas avec les t-shirts. Hein. Je le dis déjà. L'écosystème. Alors on a Docker Compose, qui est tout simplement l'outil qui va nous permettre de décrire et de déployer des applications multi-containers, parce que c'est joli hein, de pouvoir impacter son application dans un container, mais une vraie application de production, c'est pas juste un bout de code qui tourne. C'est une base de données, c'est un cache, ça peut être plusieurs composants métiers, ça peut être un proxy, un serveur web, bon bref, c'est tout un bazar à orchestrer. Donc du coup, si on pouvait tout simplement décrire ça sous un format de fichier plat et donner ce fichier à manger à une commande qui va nous déployer automatiquement les applications, puis ensuite les plugger ensemble. Parce que oui, forcément, c'est des machines virtuelles, donc je ne connais pas démarrage les adresses IP de mes différents containers. Donc du coup, comment je fais pour router ça? Et puis en plus, on peut avoir des ports qui conflictent. Bon, voilà. Donc voilà, là, je crée par exemple une image de base de données. Donc je lui dis, prends l'image de PostgreSQL. Je lui dis, je veux une machine web. Donc je lui dis, là, par contre, tu vas me lancer Docker build avec Dockerfile local. Je veux que tu m'exécutes la commande suivante, Python manage Pi, parce que c'est une application de Django, et je veux qu'elle se tourne sur le port 8000. Comme le code, il était dans un répertoire, bim, je monte le volume automatiquement code, et je lui dis, en fait, tu vas prendre le répertoire local et tu vas le monter dans /code. Et ensuite, je veux que tu mappes le port 8000 du container web sur le port 8000 et puis tu vas linker la base de données. Donc, lui, comme il expose automatiquement un port, en fait, ce port va être visible dans l'image. Et du coup, je lance mon application, hop,
Il a déjà accès à sa base de données et j'ai pas grand chose à faire après. Ensuite, on a la possibilité de rajouter des variables et d'étendre un modèle. Donc je prends ce fichier et ensuite je dis je vais rajouter des nouvelles machines ou tout simplement j'ai une appli très complexe et je ne vais pas non plus m'amuser à décrire 20 types de machines différents. Là, je peux le faire, casser ça en plusieurs fichiers, c'est un peu sympathique quand même. Donc voilà. Après, il y a aussi la gestion du clustering. Ça, c'est un peu problématique. Parce que, toutes ces commandes, elles sont gentilles, mais elles marchent sur une machine. Moi, je veux le faire sur plusieurs machines. Parce que nous, on fait des choses sérieuses, on ne fait pas mimuse. Donc du coup, Docker, ils ont vu qu'il y avait des gens qui commençaient à faire 2-3 trucs à côté. Ils ont décidé de développer leur outil à eux de clustering qui s'appelle Docker Swarm. Donc l'intérêt de Docker Swarm, c'est qu'en fait, il va nous permettre de communiquer avec plusieurs hôtes Docker comme si on en parlait à un seul, puisqu'il va proposer la même API. Donc on va dire au client Docker de contacter un service Docker qui est en fait un service Swarm, et en fait, Swarm, on va lui parler comme si c'était un service Docker, et puis c'est lui qui va s'occuper de déployer les containers à tel endroit et de gérer la charge, de répartir la charge entre les machines. Alors, en plus, il a le bon goût de découvrir, d'offrir le support des services de découverte des machines. Donc ça va utiliser du etcd, du consul, du zookeeper. Donc si vous gérez un parc de machines, ces services-là vont pouvoir les enregistrer et dire à Docker, Swarm, voilà, on a telle machine disponible et tout, vas-y, amuse-toi et contacte-les pour les gérer. Ça marche aussi automagiquement sur Amazon Web Services, sur Azure, sur aussi CoreOS et Project Atomic, qui sont deux projets d'OS pour déployer du Docker. Donc voilà. Donc c'est un outil qui est assez sympathique. Après, en face, vous avez le projet Kubernetes de Google, qui aussi permet de faire la même chose qu'avec Swarm, mais d'une manière différente. Alors, on pourra troller après sur lequel est le plus intéressant, mais c'est pas l'objet. Docker Machine. Alors bon, moi je m'adresse aujourd'hui à des développeurs Windows et je vous parle beaucoup de Linux. Hein. J'aime bien aussi vous troller, mais je ne suis pas là que pour ça. Donc en fait, on peut utiliser d'ores et déjà Docker sur des machines Windows, sur des machines OS 10, parce que tout simplement, déjà les hippies de Docker, ils bossent tous sur Mac. Je dis ça, je dis rien. Donc en fait, il y a eu un gentil français qui n'était pas employé de Docker, qui s'est amusé à faire un petit operating system too light qui s'appelle Good to Docker, pour pouvoir exécuter, jouer avec Docker sur son Mac. Et en fait, les gens ont trouvé ça sympathique, donc du coup, ils ont dit, en fait, ce qui serait bien, ce serait de faire une surcouche par-dessus pour dire, voilà, je vais installer ma commande va me configurer mon environnement sur mon Mac ou sur mon Windows, et du coup, ce sera transparent pour moi, il va me lancer mon node virtuel Docker, et pour moi, en téléchargeant l'image à droite, à gauche, je suis sur le Mac, et je vais utiliser VirtualBox comme pour exécuter la machine virtuelle, bim, il va me récupérer la bonne image, l'exécuter, et puis me configurer mon environnement pour que je puisse communiquer directement avec le démon Docker dans ma machine virtuelle, comme si c'était transparent. Donc c'était un peu l'idée, et puis aussi, si on a une VM qui est déjà existante, Docker Machine permet d'y accéder via SSH. Et encore plus sympathique, on a aussi des drivers pour accéder à des moteurs de cloud. Si on a un cloud privé, pourquoi se priver de l'utiliser ? Si on est un utilisateur de cloud public, on peut le faire. Et puis voilà, c'est pas non plus très complexe. Docker Machine create un environnement sur Azure, je passe mon identifiant de subscription, je donne un nom, je l'ai appelé Marcel, mais là on ne voit pas. Et ensuite, je vous explique, si vous voulez me poser la question pourquoi, on en parlera à l'apéro. Et ensuite, je demande à Docker Machine de me générer l'environnement. Et donc là, j'étais sur une machine Linux, donc je fais un eval, ça marche aussi sur OS 10, sous Windows, il y a l'équivalent pour pouvoir charger l'environnement. Et puis Docker machin, et puis je tape les commandes comme si j'avais un démon Docker en local. C'est pas. Donc qui utilise Docker? Beaucoup de monde. Et en plus cette liste elle date quand même. Il y a tous les gros du cloud.
Azure, Amazon, Google, OpenStack, les PaaS, pareil, OpenShift, Cloud Foundry, Cloud Foundry pas encore, il me semble. Mais bon, il y a Delis qui est le gros PaaS Docker native. La gestion de cluster, Twitter l'utilise avec Mesos, qui est un outil qui s'appuie sur Docker pour exécuter des applications distribuées. Bon, c'est un peu un cas particulier. Aussi. Mais par contre, si vous faites de la veille, moi je vous conseille de regarder du côté de Mesos aussi, parce qu'ils ont des choses très intéressantes. Pour la CI, IBM, Elgun, de Rackspace l'utilise, et puis Spotify en use et en abuse pour le développement. Et en fait, il y a de plus en plus de développeurs qui, tout simplement, utilisent Docker au quotidien pour leurs besoins de développement. En fait, les développeurs ont été les premiers utilisateurs avant même que ça se généralise en production. Bon, un truc un peu plus intéressant pour vous, Docker aime Azure, et Azure aime Docker. Bon, ils se font des bisous tout plein. Du coup, Microsoft, il voit cette révolution côté infrastructure. Et comme vous le savez, Microsoft, en ce moment, ils sont dans une phase où ils se développent comme un vendeur d'infrastructure, avec Azure, avec l'intégration poussée des outils de développement pour gérer de l'infrastructure. Mais en fait, ils se sont dit, c'est vraiment une approche très intéressante d'industrialiser les déploiements, ça commence à bouger. Donc nous aussi, il faut qu'on participe. Ils se sont posé la question, est-ce qu'on refait un truc dans notre coin? Et en fait, un vendeur d'infrastructure, c'est pas dans son intérêt. Enfin, moi, je bosse pour un vendeur d'infrastructure, c'est pas dans son intérêt d'essayer de créer son propre standard quand il y en a déjà un de fait. Lui, son but, c'est de dire à ses clients, regardez, nous on respecte les standards, et ensuite de proposer des outils par-dessus et du service de qualité par-dessus. Donc en fait, ils se sont dit, en fait, on va aller voir les gens de Docker. Coucou, en fait, votre truc ne supporte pas Windows, on aimerait vraiment que vous aidiez à le faire. Et on dit, welcome, vous êtes les bienvenus. Oui. C'est quoi la différence entre Docker et SSM et la solution SSM de Microsoft? Alors, je ne connais pas SSM, je te l'avoue. C'est une application de distribution qui utilise l'applicatif pour pouvoir, par exemple, mettre deux Java de versions différentes ensemble qui travaillent sans s'impacter. Ah, donc alors l'idée du SSM, c'est du sandboxing en fait. C'est du sandboxing tout simplement. Alors, je pourrais vraiment pas te donner une réponse honnête à ce sujet-là. Vu ce qui se passe du côté de Docker sous Windows, je suppose, je suppose que tout simplement en fait, on a un sandboxing qui est partiel. C'est un peu le problème des containers. C'est que quand on veut de la virtualisation light, on ne peut pas tout sandboxer. Donc je suppose que SSM doit juste te masquer les processus, peut-être à intégrer la gestion de contraintes, si je m'y fie, mais bon, je ne pourrais pas non plus te donner une réponse. Par contre, tu as quand même droit à un t-shirt. Qu'est-ce que t'as? Ah mais... Kaki ou gris? Ok. Ah c'est le dernier... C'est le dernier? Ah non, c'est du S, pardon. Ah, mais c'est quand même le dernier en M. Bon, tant pis si vous voulez du gris en M. Bon, ça s'améliore. Hein. Bon. Continuons. D'ailleurs, au passage, j'ai aussi des jolis stickers. Venez passer après pour en récupérer. Donc, voilà. Donc, ils vont voir Docker, et puis bon, ils commencent à regarder, et puis ils se disent, bon, en container, on n'a pas grand-chose en natif. On a certes des fournisseurs tiers qui fournissent des solutions de containerisation sous Windows, mais ce n'est pas intégré dans l'OS. Donc ils ont commencé à étendre un peu les capacités Windows, les capacités de Windows à isoler les jobs. J'en parle un peu plus en détail. Et puis ils ont commencé aussi à regarder un peu comment exécuter Windows dans les containers et pas juste du Linux, parce que bon, Microsoft, voilà, c'est le monde Windows, donc ils ne peuvent pas se permettre, certes, de faire tourner des containers Linux, ils veulent proposer des containers Windows, même s'ils n'empêchent pas l'autre, ce qui est tout à leur honneur. Donc du coup, ils veulent aussi proposer la même expérience utilisateur, parce que si ce n'est pas la même expérience utilisateur, on dévie du standard. Et puis, du coup, Docker pour Windows, il ne permet pas d'exécuter du Linux. Donc du coup, sur Azure,
les containers Linux et containers Windows ne s'exécuteront pas sur les mêmes VM. Non. Ce qui ne me semble pas non plus déconnant. Et par contre, bah, comme ça nécessite des modifications au sein de Windows, c'est pour ça que tu vois, SSM, je pense que c'était pas suffisant. Bah, en fait, ça requiert au moins Windows Server 2016, qui est en technical release. C'est une TC. Voilà. Donc comment fut-ce possible? Bah, en fait, j'étais à DockerCon Barcelone en novembre dernier, et bah, il y avait le responsable de l'équipe qui a fait le portage de Docker sous Windows et qui nous expliquait avec moult détails comment ils ont fait. Et en fait, en gros, ils ont pris l'objet Windows Job qui permet de tout simplement de gérer des groupes de processus, et ils ont commencé à l'étendre, notamment en rajoutant la gestion des contraintes de ressources, notamment en renforçant la traçabilité des ressources. Donc c'est un peu les mêmes choses que ce qu'ils ont fait sous Linux. C'est tout simplement, bah voilà, quand j'ai des process que je ne peux pas les reparenter de manière aléatoire hein, pour m'amuser. Il y a aussi la gestion des namespaces. Chaque ressource de l'operating system est dans un namespace. Donc voilà. Donc les namespaces, ben, il y a la registry, hein, on est sous Windows, il y a une registry, les process ID, les sessions de processus, les file systems, et encore d'autres sources. Je ne crois pas encore que les utilisateurs soient namespacés pour le moment, parce que ça reste encore une technical preview. Donc voilà, donc techniquement ils ont fait ça, puis en fait, bah, les niveaux containers, ils se sont rendus compte que bah, ils ont aussi un hyperviseur qui s'appelle Hyper-V, qui est super, hein. Honnêtement je le reconnais, Hyper-V est un super hyperviseur. Et en fait ils se sont dit, mais Hyper-V, en fait, comme il gère très bien les guest Linux, Windows, en fait, on pourrait peut-être tenter de voir si on ne peut pas lancer des containers dans des vrais VM, pas juste des containers qui partagent un kernel. Et ils ont réussi, en utilisant Windows Nano OS Server, à pouvoir booter en moins de 3 secondes. Et du coup, maintenant, Docker pour Windows gère deux types de conteneurs. Les conteneurs Windows classiques, qui sont l'équivalent des conteneurs Linux, et les conteneurs Hyper-V, qui proposent une isolation encore plus grave, parce que cette fois-ci, on a une vraie VM. Sauf que ça va tourner une version un peu tronquée de Windows. Ouais, mais bon. Si on veut plus d'isolation ou on n'en veut pas. Donc c'est un bon trade-off, honnêtement, je trouve que c'est intéressant qu'il l'ait proposé, parce que Docker, l'imaginait plus tard, c'était de proposer justement différents back-ends pour exécuter les conteneurs, et pas juste utiliser la virtualisation par container, mais aussi la vraie virtualisation pour les gens qui veulent de l'isolation forte. Donc du coup, c'est aussi invisible pour l'utilisateur, parce qu'il suffit juste de rajouter le petit paramètre l'isolation du Hyper-V, et puis ça exécute le OS serveur, et puis pour les volumes, on utilise SMB, donc du coup, voilà, les couches, SMB gère aussi les couches sous Windows, je suis pas certain que Samba le fasse, on va vérifier, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Samba, et puis voilà, on utilise Docker Engine sur Windows avec des conteneurs Windows. Et Microsoft est content, les utilisateurs sont contents. Que demande le peuple de plus? Moi, je demanderais des KitKat, moi, perso. Voilà. Et Microsoft, ils ont vraiment mis le paquet sur ce projet, parce qu'en fait, ils ont fait 319 pull requests. Le code, il a été reversé à Docker. Ils ont fait ça dans les règles. Reconnaissons-le. Ils sont 4e contributeur en nombre de pull requests et 5e en nombre de lignes de code. Ce qui prouve qu'en très peu de temps, parce que ça date de 6 mois, quoi, et ils ont réussi à bien avancer sur ce projet et à jouer le jeu. Mais du coup, en fait, grâce à la contribution de Microsoft, Docker a eu pour la première fois à se poser réellement la question des images multi-architecture, c'est-à-dire multi-OS. Multi-architecture physique, oui, maintenant il y a aussi Windows sur ARM, et tout le monde s'intéresse à ARM, même sous Linux, les gens disent Docker sur ARM, bon, à un moment c'est eu à peu près marchoté, maintenant c'est plus le cas. Mais donc du coup, on se pose la question, et du coup Microsoft a lancé une discussion
dans cet issue, dans cette pull request, pour définir un format d'image multi-architecture où, enfin, le but c'est pas d'avoir une image qui se déploie sur différentes architectures, mais juste d'avoir les métadonnées qui vont bien pour pouvoir savoir si je suis j'utilise Docker pour Windows, ben, quand je fais Docker pull MariaDB, est-ce que je veux m'assurer de récupérer une image sous Windows et pas une image sous Linux parce que ça va pas marcher. Ah oui, c'est bête, hein. Donc ils ont rajouté un peu ça. La discussion est très intéressante. D'ailleurs, en fait, la plupart des décisions de design se font sur GitHub. Donc on peut prendre le temps de lire les discussions et c'est plein de détails techniques super intéressants. Docker sur Azure. Bon, c'est un peu juste sur le temps, mais on a encore du temps. Bah, du coup, on a le Azure Container Service, excusez donc le petit service. Il ne propose pas encore de conteneur Hyper-V. Il vous propose Docker en Windows et Docker en Linux. Et vous pouvez utiliser ça de manière assez classique. Il vous propose déployer via Swarm, Compose et Mesos Marathon. Marathon, c'est le scheduler de Mesos pour gérer les containers. Vous avez le choix entre les deux, ou puis même utiliser autre chose, hein, mais bon, c'est ce qu'ils proposent eux. Il n'y a pas de solution spécifique à Microsoft. Ils ont dit on va reprendre ce qui existe déjà, ce que les gens aiment bien, parce que Microsoft, via Azure, est un vendeur d'infrastructure, donc on essaye d'avoir une plateforme neutre. L'infrastructure, pourquoi je parlais de Lego, parce que tout simplement, c'est une brique de base de votre infrastructure. Les containers, il ne faut pas voir ça comme la solution miracle. La solution à la plupart de vos problèmes, elle est là. C'est bien penser votre conception, bien penser votre architecture et utiliser Docker pertinemment pour faire vos déploiements et aussi le faire de manière un peu propre. Donc voilà. Et maintenant, on peut passer aux questions. Voilà. Alors, il y a quelqu'un au fond et ensuite ce sera Aline. Et après, ce sera au monsieur avec le t-shirt vert, enfin le pull vert. Hein, ok. À toi. Ouais. C'est là, LXC, oui. Alors LXC, je connais bien parce que je l'ai maintenu dans Fedora. En gros, ça s'appuie sur une infrastructure qui est dans le noyau. Ces groupes, c'est les namespaces, qui est aujourd'hui utilisé par Docker, mais en fait, ce que nous, on appelle LXC en particulier, c'est toute la partie dans le user space, donc tous les outils pour créer des containers et qui vont appeler ces appels système dans Linux. Donc du coup, en fait, Docker se substitue aux commandes LXC, mais ils utilisent les mêmes infrastructures dans le noyau Linux, tout simplement. Tu vois à peu près où j'en suis, donc... Après, tu auras peut-être des petites différences de comportement parce qu'ils n'implémentent pas forcément les commandes de la même façon. Parce que en fait, Docker a une sémantique qui est propre, qui n'est pas une sémantique de virtualisation. LXC, c'est un outil fait pour faire de la virtualisation légère. Docker pour déployer des applications dans des containers, dans une black box. Donc, la sémantique diffère légèrement. Quelle taille de t-shirt? Un S. Alors, gris ou kaki? Ok. Bon, la question était assez pertinente. Hein? Parce que la question était assez pertinente. Tu juges, hein? Pour savoir si on peut aussi lui donner une licence JetBrains, parce que c'était la première question après la fin de La question est pertinente, ouais. Alors moi, j'ai pas d'opinion sur ça. J'aime pas ce petit JetBrains. Voilà, bon, tu veux une licence JetBrains? Ok, voilà, on te la donne. Non, mais faut parler de licence Emacs, de licence Vim. Je vous les donne, moi, j'en ai plein d'ailleurs. Tu peux reprendre les questions. Oui, alors reprenons les questions. Aline, hein? Alors, tu as répété. D'accord. Tu as parlé de Docker Hub, qui est une solution cloud proposée par Docker. Oui. C'est un repo d'image. Est-ce qu'il y a la même chose qu'on peut utiliser de façon privée dans notre entreprise? Alors, je reprends la question. Docker Hub,
propose d'héberger les images pour nous de manière publique comme GitHub. Est-ce qu'il y a quelque chose pour héberger nos images Docker en privé? La réponse est oui. En fait, Docker Hub, c'est une instance d'un projet qui s'appelle Docker Registry. Enfin, c'est une instance un peu bien modifiée quand même. La différence, c'est qu'en fait, Docker Registry, ça va juste proposer la partie hébergement. Il n'y a pas de jolie interface web, il n'y a pas de certaines features avancées comme le signer les images, ce genre de choses. Après, tu peux, via Docker Hub, le modèle économique de Docker, c'est tout simplement, tu veux héberger de manière privée avec toutes les features, bah, tu passes par GitHub et tu vas payer ton petit abonnement. Et si tu veux même une usine logicielle plus complète, tu as maintenant le Docker Data Center qui va te proposer les pipelines de CI et tout ça. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'il est gratuit? Il est gratuit si tes images sont publiques. Non, mais la solution privée, tu disais... Ah, la Docker Registry de base? Oui, elle est gratuite. Alors, il y a encore un monsieur là, ensuite le monsieur ici, et là-bas. Bon, à toi. Attends, excuse-moi, t-shirt, Aline. Taille de t-shirt. M, gris ou... Ah mais merde, il n'y a plus que des questions. T'as pas le choix. Hop là. Allez, à toi. Excuse-moi. Moi, ma question, c'était sur les conteneurs Hyper-V. Oui. Tu as dit qu'il démarrait en 3 secondes, mais je voulais savoir le coût que ça avait au niveau mémoire. Alors, pour les conteneurs Hyper-V, quel est le coût en mémoire? Bah, en fait, il est un peu plus élevé parce qu'en fait, tu vas charger 2 copies du noyau Windows, mais c'est pas non plus énorme. Ça doit être de l'ordre de, je crois, 200-300 mégas, un truc pas... C'est pas énorme parce que derrière, tu as de l'isolation beaucoup plus forte. Et là, tu es quand même bien content. Alors après, pour les ressources CPU, moi je l'ai utilisé sur Azure, donc je ne peux pas te dire non plus, mais c'est pas non plus monstrueux, quoi. Par contre, voilà, là tu as une isolation forte. Tu peux te poser des questions avec un conteneur, si j'ai du code malicieux qui s'exécute, est-ce qu'il peut sortir ou pas? Là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut que tu bypasses déjà ton noyau et déjà, il faut que ton code malicieux il arrive à se rendre compte qu'il est exécuté dans une VM, parce que pour lui, il voit pas du tout, lui, il voit qu'il est vraiment dans une machine, il voit pas qu'il est dans une VM. Là, ça commence à devenir difficile, mais bon, ça se fait encore. Quelle taille de t-shirt? M. Bon, il n'y en a plus beaucoup de M, hein. Toi. Ah, bon, excuse-moi, toi. Je voulais savoir si on pouvait utiliser Docker avec Ansible. Alors, la question est, est-ce que je peux utiliser Docker avec Ansible? Bon, on va généraliser avec un autre outil de gestion de configuration ou d'orchestration. La réponse est oui, c'est tout simplement... Enfin, techniquement, c'est juste une VM. Après, tu peux même exécuter tes recettes Ansible, enfin, tes playbooks Ansible, dans le Dockerfile en tout simplement en mettant la commande qui est appropriée en disant Ansible playbook machin exécute tel playbook et tu peux le récupérer à tel endroit et tu peux même le faire. Après Docker, en fait le truc c'est que Docker déjà il est à la limite entre l'orchestration, il te propose déjà un peu des features d'orchestration, donc je dirais qu'Ansible va être plus là pour compléter, peut pas toucher, enfin c'est pareil, pour compléter ce que tu peux faire avec Ansible. Mais j'ai envie de dire, des fois, tu peux utiliser les deux, mais après, c'est en fonction de tes goûts. Il y a des gens qui aiment bien, qui sont plus vraiment dans la pratique de l'infrastructure as code et qui vont décrire vraiment leur infrastructure dans des playbooks Ansible ou autre chose, et puis s'y tenir, et utiliser Docker juste pour ses capacités d'exécuter les containers en bas. Alors, quelle taille de t-shirt? M. C'est le dernier M. Alors, il ne me reste plus qu'un XL et un S. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir cédé ton corps. Mais tu étais honnête. C'était pour savoir quand on vise, par exemple, l'automatisation des déploiements. C'est quoi les bonnes pratiques pour éviter d'avoir à passer des identifiants en variable d'environnement? C'est-à-dire un autre moyen plutôt que de les laisser dans le Dockerfile?
la question, c'est comment je fais pour passer des options de configuration, enfin tu me corriges Ouais, si je suis wrong, des sans passer par les variables d'environnement. Il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment, c'est même, je pense, c'est même la façon recommandée, en fait, dans les passes. Quand tu veux, tu prends un template d'application, parce que c'est un template d'application que tu déploies et que tu veux un peu cuisiner les choses, tu vas passer des variables d'environnement. Pourquoi? Tu peux passer des fichiers de configuration, tu pourrais tout simplement monter un volume avec le fichier de configuration, l'exécuter. C'est une autre façon, tu pourrais utiliser une solution d'orchestration pour le faire à ta place. Mais bon, l'idée c'est que aujourd'hui dans l'ère du cloud, ce qu'on veut c'est que vraiment l'application, on nous passe le moins de temps possible à se configurer, parce qu'en fait, là où tu as de la configuration, tu as de l'erreur possible, tu as des side effects qui apparaissent, et du coup, ben, l'idée c'est de minimiser ça, et quand tu passes par des variables d'environnement, en général tu te limites à maximum une dizaine. Bon, mais même si j'ai vu des gens qui en mettaient plus, mais ça reste pas terrible. Et ça répond à ta question? Okay. En T-Charge, j'ai un XS, DS et un XL. Voilà. Alors, ceux qui voulaient poser encore une question, relevez la main. À toi, ensuite à toi et ensuite au fond. Là, il y a des questions ce soir. Et après ce sera encore monsieur. Oui, oui. Une question sur en fait, sur la tendance en fait, des unicarnels, qui sont un peu interactifs. Et pour situer le contexte, en fait, tu as parlé de l'implémentation Microsoft en hyperviseur pour gagner en isolation. C'est un moyen. Il y a une sorte de fusion, de rachat récent par Docker. Oui, des RAM kernel. On voit aussi un allègement des images officielles. De plus en plus, c'est une tendance en fait à dire qu'on a bien rigolé avec les couches, mais maintenant il faut revenir à des images dont l'empreinte soit réduite et du coup dont l'empreinte d'attaque elle aussi soit réduite. Alors, est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans? C'est bon pour lutter contre la concurrence directe. Alors, est-ce qu'il y a de la cohérence dans la décision de Docker d'investir dans diminuer la taille des images et aussi d'investir aussi dans les côtés des unikernels? Enfin, l'idée c'est de plus avoir un operating system complet, mais juste d'avoir un kernel exécutable le plus petit possible. Hein. C'est pas une idée neuve, hein, ça existait déjà pour les microcontrôleurs. Hein, on n'installait pas un operating system. On incorporait le binaire dans son operating system et il lançait qu'un seul process, notre API. Alors, il y a, là, je pense que les seuls qui connaissent vraiment la réponse, c'est Docker. Moi, je vais faire des suppositions. Hein. Moi, je pense qu'effectivement, alors, le fait de diminuer la taille des images, je pense que c'est surtout pour s'éviter des problèmes, parce qu'en fait, les gens commencent à utiliser et abuser de l'outil, et du coup, les tailles d'images commencent à devenir des problématiques critiques. Puis en fait, on se rend compte aussi que le modèle d'image par couche pose problème. Par exemple, si ma couche de base est vérolée, comme on a eu il n'y a pas longtemps, enfin pas vérolée, mais qu'il y avait une faille critique dans l'IPC des images Linux, il y avait une faille un peu critique, donc du coup, bon, on pouvait déployer une layer pour corriger ça, mais ça veut dire que les mecs qui téléchargeaient une layer avec potentiellement encore le bug, et qui pouvaient revenir de manière détournée dessus, donc c'était un peu embêtant. L'autre problème, c'est que les unikernels, je pense qu'il y a d'un côté un vrai intérêt d'avoir un truc vraiment light, parce que du coup, aujourd'hui, on peut packer une centaine de containers sur une machine de bureau classique, voire plus, hein, si on veut s'amuser. Mais si on veut encore accroître la densité, on va devoir passer par les unikernels. Alors, est-ce que l'industrie va s'y intéresser? Parce que c'est surtout ça, hein. On peut proposer ça, la solution est pertinente en soi, mais est-ce que les gens vont le faire? Parce que du coup, un développeur de base, il connaît bien ses API système, il connaît bien son système, et l'unikernel, c'est un nouveau truc à apprendre. Et puis, il faut porter les applications existantes. Et le modèle monoprocessus, bon, même s'ils essayent de le mitiger, il n'est pas toujours bien maîtrisé par tout le monde. Donc, moi, je pense que les unikernels, ça va intéresser une minorité, peut-être qui est financièrement rentable, mais ce ne sera pas une tendance de fond pour moi. Mais je peux me tromper. Voilà. Alors, le suivant. C'est toi. Bon, pour les
Une petite question pour les solutions d'orchestration genre Mesos. Est-ce que toutes ces solutions seront prêtes pour des containers Windows ou est-ce qu'il y aura encore des ouvertures? Alors oui, c'est déjà prêt en fait dans Azure. Quand tu utilises Azure Container Service, tu peux utiliser des images Windows ou Linux de manière indifférente. Il n'y a pas grand chose en fait à changer là-dedans en fait, puisqu'ils ont gardé la même sémantique. Ouais. C'est juste les options propres à Windows Docker pour Windows qui vont changer, mais c'est des changements très mineurs en fait. Donc c'est complètement Ouais, différent voilà. en fait de... Bon. Bah oui, mais en fait, si j'ai parlé de cargo et container, en fait, c'est aussi pour rappeler que on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que nous on veut, c'est que je puisse manipuler le container, peu importe ce qu'il y a dedans, de manière uniforme partout. Et Docker pour Windows et Docker pour Linux, on les manipule de manière uniforme. Le seul truc où on a encore un peu de mal, c'est je fais comment pour exécuter une image Windows sur Linux. Mais moi, je parie que dans les 5 ans à venir, on va peut-être proposer quelque chose de ce côté-là, parce que celui qui proposera la possibilité d'exécuter indifféremment les deux, bon, malheureusement, vu les conditions de licence, Microsoft est probablement le mieux placé pour le faire, il risque d'avoir une prime pour le premier primo-accédant sur le marché. Bon, j'ai DS et DXS en t-shirt pour vous deux. Ça vous intéresse ou pas? Et ça peut être bien pour les enfants. Regardez, si j'avais des enfants, moi je serais super content de leur filer des petits délires. Hein? Tu veux le XS? Ok. Allez, pas de pardon. Bon, ça fera un enfant d'heureux. Ensuite, c'était monsieur, ensuite ce sera toi. Tu avais une question? Ok, c'est à toi. Si je déploie un container Windows, comment ça se passe au niveau des licences? Ah, ça, c'est la bonne question. Alors, je t'avoue que j'ai pas réponse parce que Microsoft n'en a pas parlé, la question a été posée. Et pour l'heure, tu peux utiliser principalement Docker pour Windows soit sur des technical previews, donc tu payes pas de licence pour le moment, soit sur Azure. Et sur Azure, tu payes déjà pour le service. Donc là, ils se posaient la question et je pense que tout simplement en fonction de l'édition, ils avaient parlé, mais c'est non officiel, ce serait probablement de permettre à n'importe qui d'exécuter un certain nombre de containers, mais de limiter le nombre en fonction de l'édition que tu as. Parce que tout simplement, et là le gars il a dit, si en fait on fait payer des licences Windows séparées, les gens ne vont pas utiliser quoi. C'est aussi simple que ça. Donc si soit on permet d'exécuter de manière indiscriminée, et la piste est encore ouverte, mais à moins qu'il y ait eu un nouveau communiqué que j'ai loupé, pour le moment ils n'ont pas encore décidé. Pour Windows Server, ce sera intégré dans la politique tarifaire où ils décriront un peu ce qu'ils font, mais je pense sur les postes de bureau, quand tu auras ça, tu ne te poses pas la question, tu auras soit un nombre illimité en local, soit tu auras une limite hard. Mais il se pose la question d'avoir une limite hard à 16 containers ou un truc comme ça. Ce qui n'est pas non plus dégueulasse. Une autre question? Qui? Alors toi d'abord et ensuite les personnes j'ai pas vu encore. Vas-y. Je prends les deux dernières questions. Ah. Ok. J'ai jamais utilisé Docker. J'ai utilisé CHROOT une fois. Ouais. Et je vois que c'est à peu près le même concept. Pourquoi j'ai utilisé Docker et pas CHROOT? Est-ce que je peux faire la même chose? Alors, CHROOT, alors la question, pourquoi j'ai utilisé CHROOT, ça me permet de faire un peu d'isolation. Pourquoi j'utiliserais Docker par rapport à CHROOT? Alors, Docker fait un CHROOT déjà. C'est ce qu'il fait déjà, mais il fait encore plus de choses. Il va augmenter l'isolation. Tu vas isoler en fonction des process. Par exemple, quand tu lances un CHROOT, tu vois tous les process de ton système hôte et de tous les autres CHROOT. Donc tu peux aussi taper dans les zones mémoire des autres process si tu fais un buffer overflow. Là,
tu namespace la mémoire, donc normalement tu n'es pas censé, même par un buffer overflow, pouvoir accéder à la mémoire des autres containers. Tu peux pas voir les processus des autres containers, tu n'es même pas censé savoir qu'ils existent. Alors par contre, tu sais que tu tournes sur un host, mais tu sais pas qu'il y a si oui ou non il y a des containers qui tournent. Donc tu vois, tu as une utilisation plus forte, et le surcoût, il est minime. Vraiment, par rapport à un CH-root, il est minime. Honnêtement, à ta place, je ne me poserai même pas la question, je utilise Docker. Alors certes, il va t'imposer un certain formalisme, mais ce formalisme, il va plutôt dans le bon sens, puisqu'il va te permettre d'industrialiser tes déploiements. Alors que CH-root, tu vois, c'est un truc qu'on bidouille un peu à la main. Là, tu as un formalisme avec un beau Dockerfile, avec des commandes, qui va te générer le truc, c'est reproductible, c'est répétable, et ça te demande très peu d'efforts. Est-ce qu'un t-shirt S t'intéresserait? Est-ce que tu as des enfants? Il ne veut moi, mais je pense que... Ah, bon, je pourrais te proposer d'en faire une couche, mais ça ferait pas plaisir à Docker Inc. Voilà. Ouais, bon. Quelqu'un d'autre a une question? À toi. Est-ce qu'il y a des limitations à utiliser Docker Machine par rapport à faire natif sur Non, c'est juste que tu vas exécuter tes containers dans une machine virtuelle, donc tu auras le surcoût de la machine virtuelle. Par contre, bon, tu peux aussi te dire que tu gagnes aussi l'isolation d'une machine virtuelle pour exécuter les containers. C'est pour ça qu'ils ne t'interdisent pas de le faire, ou qu'ils ne testent pas. C'est supporté. C'est juste que bon, bah, les gens qui font du Docker sous Linux et tout, bah, soit ils font du développement, donc ils font ça en local pour que ça aille vite, soit ils le font directement sur de la prod, et puis bah, tu n'as pas besoin de Docker Machine. Quoique Docker Machine te permet aussi d'accéder à un cloud, en te séparant l'environnement de manière un peu sympathique. C'est un des cas où moi j'utilise Docker Machine chez moi. C'est quand j'ai un cloud OpenStack à la maison, je m'en sers pour déployer mes conteneurs Docker, et j'utilise Docker Machine pour pouvoir y accéder. Et ça, c'est plutôt un cas d'utilisation que je dirais personnel que généralisé. Donc voilà, mais par contre, pour les collègues qui font du Windows ou du Mac, c'est nickel. Autre question? On passe à l'apéro. Apéro? Ok. Merci. Et ceux qui veulent les derniers t-shirts pour les enfants, servez-vous. Pareil pour les stickers.